Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir le deuxième cours concernant le traitement de suppléance de l'insuffisance rénale chronique. Alors, on a vu lors du cours précédent la définition de l'insuffisance rénale chronique et la maladie rénale chronique. Donc, dans ce cours, on va s'intéresser plutôt à comment ralentir la progression de la maladie rénale chronique, comment gérer les complications de l'insuffisance rénale chronique, et ensuite on va aborder le vif du sujet qui est le traitement de suppléance en néphrologie et surtout pour l'insuffisance rénale chronique terminale le plus souvent. Alors, avant de parler du traitement pour ralentir la progression de l'insuffisance rénale chronique, donc il nous faut des objectifs qu'il faut atteindre. Notre but principal, c'est d'éviter la dialyse, donc augmenter la durée de vie sans dialyse, c'est-à-dire ralentir la progression de l'insuffisance rénale chronique, tout en préservant un bon état général, parce qu'on a vu la fois passée qu'il y a de multiples complications de l'insuffisance rénale chronique et avec un retentissement sur les différents systèmes. Donc, on ralentit, mais tout en gardant l'esprit qu'il faut avoir un bon état général et une bonne qualité de vie avant de débuter le traitement d'épuration extérieure. Donc, je précise que la transplantation rénale reste le traitement de choix de l'insuffisance rénale chronique terminale. Avec ça, on essaie aussi de prévenir et de traiter ces complications avant qu'elles s'installent. Alors, quant au ralentissement de la progression de la maladie rénale chronique, il faut agir contre les principaux facteurs de progression de la maladie rénale chronique et qu'on a vu la fois passée. Mais quand même que je vais répéter, sachant qu'on peut les classer en facteurs qui sont modifiables, c'est-à-dire contre lesquels on peut agir et ralentir cette progression, à savoir l'hypertension artérielle, la protéinurie abondante et certains facteurs qui sont classiques tels que le tabac et l'obésité, qui sont, pour rappel, des facteurs de risque cardiovasculaire aussi. Alors, il faut garder à l'esprit aussi d'éviter les produits néphrotoxiques et de dépister et traiter les infections urinaires. Donc ces facteurs-là, c'est des facteurs modifiables. On peut agir sur ces facteurs. Par contre, il existe des facteurs qui sont non modifiables, donc qui sont propres à l'individu et généralement on ne peut rien faire. Donc c'est l'intensité de l'atteinte de cette maladie en fonction du type de la néphropathie. Est-ce que le niveau de la fonction rénale artérielle au moment du diagnostic, parce que parfois on diagnostique malheureusement un stade tardif et évolué la maladie rénale chronique, donc on arrive à la fin de la bataille. Des facteurs ethniques et surtout chez les sujets afro-américains, et le sexe aussi qui reste quand même controversé. Alors, les deux facteurs modifiables qui sont très importants, c'est l'hypertension artérielle et la protéinurie. Alors, il faut garder à l'esprit qu'il faut avoir une cible. Donc, l'idéal, c'est d'avoir une protéinurie qui est inférieure à 0,5 g par jour, avec une tension artérielle qui est inférieure à 130 sur 81 mm². C'est des objectifs dont l'idéal sera de les atteindre par le biais de multiples moyens. Ces principaux moyens sont les bloqueurs du système rénine-angiotensine, soit un inhibiteur de l'enzyme conversion, soit un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine 2, associés à des mesures hygiéno-diététiques, à savoir un régime
restreint en sel, c'est-à-dire inférieur à 6 grammes par jour d'apport en NaCl, et parfois on utilise les diurétiques en fonction du stade de la maladie rénale chronique. Donc tout ça sert à ce qu'on appelle néphroprotéger le rein et de ralentir la progression de la maladie rénale chronique. Il faut garder à l'esprit que c'est des médicaments qui ne sont pas anodins et qui ont certaines contre-indications qui sont classiques pour les IEC et les ARA2. Donc il faut vraiment les respecter, à savoir l'allergie, que ce soit au principe actif ou bien à l'un des composants du médicament, la grossesse, parce que c'est des médicaments qui sont tératogènes, donc contre-indiqués, et surtout sténose de l'artère rénale. Il faut qu'elle soit une sténose bilatérale sur les deux reins, ou bien une sténose unilatérale sur un rein unique, qui soit anatomique, ou bien fonctionnel. Le deuxième paramètre qu'on peut utiliser pour ralentir cette progression, c'est la prévention des épisodes d'insuffisance rénale aiguë. Parce qu'on a dit qu'elle résulte le plus souvent d'une évolution et non-récupération d'une insuffisance rénale aiguë. Par exemple, les contextes de déshydratation extracellulaire, surtout lors d'utilisation des diurétiques ou en contexte de diarrhée, qui sont généralement réversibles quand on les corrige par apport de sel, et corriger aussi la cause de ces troubles digestifs. Éviter, et ça c'est très important, les médicaments qui exercent un effet hémodynamique et parfois néphrotoxique direct sur les néphrons, surtout les anti-inflammatoires non stéroïdiens, et qui entraînent une hypovolémie. Dans le contexte d'une hypovolémie associée, entraîne une perturbation de l'hémodynamique intrarénale et une insuffisance rénale aiguë. Ça va de soi pour le contexte de sténose des artères rénales, comme je vous ai dit, soit c'est bilatéral ou unilatéral sur un unique, que ce soit anatomique ou fonctionnel, ou bien chez un patient qui a déjà des lésions vasculaires graves qui sont préexistantes. Il faut aussi lutter contre et lutter contre les obstacles, toutes causes confondues, qui généralement sont réversibles après levée d'obstacles, mais ça dépend du moment et de la durée d'installation de cet obstacle. Un élément très important, c'est l'utilisation des produits toxiques, surtout les produits de contraste iodé, qui généralement, il faut vraiment peser le pour et le contre pour savoir si on prend le risque d'injecter le patient lors d'imageries telles que le scanner avec injection. Donc, si vraiment on est dans le besoin, par exemple, dans un contexte d'urgence vitale, il est vraiment indispensable d'injecter le produit de contraste pour poser le diagnostic, il faut vraiment préparer le patient par une bonne réhydratation et vraiment peser les indications, comme je viens de le dire. Enfin, il y a certaines pathologies surajoutées, telles que les pyélonéphrite aiguë et les néphropathies vasculaires surajoutées, qui sont généralement réversibles après le traitement spécifique et la prévention. Les autres mesures consistent en une restriction protéique modérée, parce que l'apport en protéines est un facteur d'hyperfiltration glomérulaire, donc ça entraîne une surcharge sur le glomérule avec tendance à une fibrose et une sclérose avec le temps. Et cette restriction, il ne faut pas qu'elle soit draconienne, parce que sinon, le patient va être dénutri. Et on a vu dans la complication de l'insuffisance rénale chronique que dans le contexte d'une acidose, il y a une tendance à une hypercatabolisme protéique. Donc, il faut que ce soit une restriction modérée de l'ordre de 0,8 à 1 g par kilo par jour, tout en gardant des apports caloriques suffisants de l'ordre de 30 à 35 kg
calories par kilo au jour et en surveillant l'état nutritionnel du patient, c'est-à-dire qu'on peut demander l'avis des diététiciens. Un point très important, c'est le contrôle glycémique. Pourquoi? Parce qu'il évite la survenue de l'atteinte rénale et en même temps il ralentit la progression de la protéinurie si elle est présente. Donc, chez les patients qui sont diabétiques, il faut vraiment avoir le recours à l'insuline, surtout au stade avancé de la maladie rénale chronique, dès le stade généralement 3B, voire 4 ou 5. Pourquoi? Parce que généralement, les antidiabétiques oraux, surtout la metformine, est contre-indiquée à un stade avancé d'insuffisance rénale, parce qu'elle expose à une complication majeure qui, en cas d'insuffisance rénale sévère, c'est-à-dire une carence inférieure à 30 ml par minute par 1,73 m², entraîne une acidose lactique. Donc les cibles d'hémoglobine glyquée doivent être adaptées au profil du patient. Donc la cible est basse, c'est-à-dire avec le HbA1c inférieur à 6,5% chez les sujets qui ont un diabète non compliqué, mais on est moins exigeant, avec un taux d'HbA1c inférieur à 7% s'il y a une maladie rénale chronique qui est avancée, voire inférieur à 8% si la maladie rénale est avancée au stade 4. Donc, pour éviter les complications d'un traitement par insuline intensif et qui pourrait exposer à des complications telles que l'hypoglycémie. Les deux autres mesures qui sont très importantes quand même et qu'on observe aussi dans le contexte des risques cardiovasculaires, c'est l'arrêt du tabac et pratiquer une activité physique qui est généralement de l'ordre de 30 minutes par jour d'activité physique, qui fait en gros 2,5 heures d'activité par semaine. Alors, on arrive à la prise en charge de ces complications de l'insuffisance rénale chronique. L'acidose métabolique, les troubles du métabolisme phosphocalcique et osseux, l'anémie et enfin les troubles hydroélectrolytiques. Alors, l'acidose métabolique, donc elle est plus marquée quand l'alimentation est riche en protéines soufrées d'origine animale. C'est pour ça aussi on préconise d'avoir une restriction protéique modérée, comme on en a parlé tout à l'heure. Et elle est plus importante selon le type de la néphropathie. Si une néphropathie interstitielle est à l'origine d'une maladie rénale chronique, l'acidose sera plus marquée. Donc, la correction de cette acidose fait appel à multiples moyens dont le principal objectif est avoir une bicarbonatémie supérieure à 22 mmol par litre. Le plus souvent, on utilise des alcanisants, type des bicarbonates de sodium, mais le sodium aussi, sachant que c'est un ion qui rentre dans la volémie extracellulaire, donc il faut utiliser avec précaution chez les patients qui ont une hypertension artérielle, surtout volée-dépendante. En général, on prescrit des gélules de bicarbonate de sodium de l'ordre de 0,5 ou 1 g, ou bien on donne de l'eau de vichy 0,5 à 1 litre par jour, sachant que l'utilisation prolongée expose à des complications, entre autres la fluorose. Alors, les troubles du métabolisme minéralo-osseux liés à la maladie rénale chronique, anciennement appelée l'océodystrophie rénale, qui a pour objectif, c'est de maintenir un apport calcique standard, 1 g par jour, supplémenté en vitamine D, que ce soit naturelle ou active, avec une restriction des apports alimentaires au phosphore. Parce qu'on a vu que lors de l'insuffisance rénale chronique, il y a une tendance à l'hyperphosphorémie parce qu'il y a une limitation de l'élimination rénale du phosphore. On peut aussi utiliser des complexions du phosphore, que ce soit à base de carbonate de calcium, ce qu'on appelle les chélateurs calciques, comme par exemple le calcidia, le sachet, ou bien des chélateurs non calciques, comme le Rangel, ou bien le Rénagel. L'objectif, c'est d'avoir une calcémie normale
et une phosphorémie inférieure à 1,5 mmol par litre. Sachant que je vous ai dit qu'il y a souvent une hyperparathyroïdie secondaire, donc l'objectif c'est d'avoir une PTH qui se situe entre 2 et 9 fois la borne supérieure de la normale. Dans les cas extrêmes, il y a certaines indications où le traitement médical, c'est-à-dire l'apport calcique, la correction de la carence en vitamine D et les chélateurs du phosphore ne sont pas suffisants pour corriger ces troubles et on passe à la parathyroïdectomie. L'anémie, on a vu qu'elle est c'est une anémie normocytaire régénérative. Donc on la traite si l'hémoglobine est inférieure à 10 grammes décilitres de façon stable, c'est-à-dire il faut faire plusieurs formules d'énumération sanguine. Cette anémie s'associe parfois à une carence martiale qu'il faut corriger par un apport de fer en péros ou bien par voie IV. Pour objectif avoir une transférine, une ferritinémie supérieure à 200 nanogrammes par millilitre et un coefficient de saturation de la transférine supérieur à 20%. Parfois, et le plus souvent, on utilise l'érythropoïétine humaine recombinante par voie sous-cutanée si il est en insuffisance rénale chronique préterminale et quand il passe en terminale, on l'administre par voie veineuse. Alors l'objectif c'est d'avoir un taux d'hémoglobine entre 10 et 11 grammes par décilitre avec des indications des transfusions qui restent exceptionnelles. Donc il faut limiter au maximum les transfusions. Pourquoi? Pour quand on essaie de ne pas immuniser notre patient, sachant que c'est un patient qui peut avoir multiples modalités d'épuration extra-rénale en fonction du contexte et de son choix qu'on va voir après. Les troubles hydroélectrolytiques, c'est surtout la rétention hydrosodée, en évitant d'apporter des apports sodés excessifs, c'est-à-dire plus de 6 grammes par jour de NaCl, sauf certaines néphropathies où il y a une perte de sel, ce qu'on appelle les néphropathies interstitielles chroniques, où il faut compenser les pertes parce qu'il y a une tubulopathie avec fuite de sel, des apports hydriques excessifs aussi qu'il faut éviter. Parfois, on a le recours aux diurétiques de type thiazidique, si le DFG le permet, et le plus souvent de type diurétique de Lenz, tel que le furosémide, au cas où on a un DFG inférieur à 30 ml par minute et les mesures hygiéno-diététiques n'ont pas permis de corriger cette rétention hydrosodée. À côté de ça, il y a un trouble ionique très important, l'hypercalémie, parce que par sa gravité et sa sévérité, elle met en jeu le pronostic vital du patient. Dans ce contexte, il faut limiter les apports en potassium, c'est surtout les légumes et les fruits, tout ce qui y a une couleur sombre, telle que les poivrons, l'oignon, etc. Les olives, les dattes, les bananes. La correction de l'acidose métabolique, et on a vu lors du cours sur l'insuffisance rénale chronique et ses complications que l'acidose métabolique entretient l'hypercalémie. Dans ce contexte, on prescrit ce qu'on appelle une résine échangeuse d'ions, qu'on appelle le K-hexalate, si l'hypercalémie est légère à modérée, sans signe électrique, c'est-à-dire à pas de retentissement cardiaque et qui répond au traitement médical, ou le Résicali, qui est un échangeur de calcium contre le potassium. Alors, pour ce qui concerne le trouble hydroélectrolytique, l'objectif, c'est d'éviter au maximum le recours à une épuration extra-rénale d'urgence, dont la principale technique est l'hémodialyse. Vous allez voir les modalités d'épuration extra-rénale dans ce cours, mais les indications d'urgence, de division d'urgence, vous allez les voir dans un cours ou TD dédié pour ça.
Alors, on arrive enfin au traitement de suppléance, c'est-à-dire lorsque le malade est mis en maladie rénale chronique avec insuffisance rénale chronique au stade terminal, c'est-à-dire que malgré les mesures hygiéno-diététiques et les médicaments qu'on a utilisés et les précautions qu'on a prises pour ralentir la progression de l'insuffisance rénale chronique, le patient arrive au stade terminal, c'est-à-dire avec un DFG estimé inférieur à 15 ml par minute par M73 surface corporelle, et le rein n'arrive plus à assumer ses fonctions exocrines, surtout l'épuration des déchets azotés et assurer un équilibre hydroélectrolytique. Dans ce cas, il faut utiliser un autre moyen, c'est-à-dire remplacer le rein. Alors, il existe différentes modalités qu'on va voir après, mais avant, il faut qu'on planifie notre traitement de suppléance, c'est-à-dire il faut qu'on informe le patient, qu'on prenne nos précautions avant d'arriver à ce stade, et à la fin, on va débuter le traitement de suppléance adéquat en fonction du profil et de l'indication pour le patient. Quant à l'information du patient, il faut lui expliquer qu'il existe différentes modalités de traitement et qu'il va choisir en fonction de son contexte, de l'indication et de la possibilité technique de cette méthode. Comme on a déjà parlé de ça, il faut qu'on prenne nos précautions, genre préserver le réseau veineux, c'est-à-dire éviter de prélever, de ponctionner les veines, surtout au pli du coude. Il faut commencer toujours par le dos de la main en respectant les coudes et le poignet afin qu'on puisse confectionner un abord vasculaire permanent qui sera utilisé dans un avenir prochain où le patient a besoin d'être épuré. La vaccination contre l'hépatite B, on l'a déjà vu, à partir de quel stade, et qu'il faut revenir sur le tableau du cours précédent. Alors, on va débuter le traitement de suppléance par plusieurs techniques. Dans le cas de l'hémodialyse, il faut avoir un abord vasculaire permanent, qu'on appelle une fistule rétroveineuse, qui doit être créée d'avance, c'est-à-dire plusieurs mois avant, pour éviter le recours à un abord vasculaire temporaire, qui est le cathéter veineux central, qui expose au risque infectieux et de sténose et de thrombose veineuse. Pour la technique de dialyse péritonéale, le cathé de dialyse péritonéale doit être placé 15 jours avant aussi, voire plus. En ce qui concerne l'autre possibilité, c'est la transplantation rénale. Donc il faut inscrire le patient sur une liste d'attente pour une transplantation rénale qui peut être préemptive, c'est-à-dire avant que l'interminal arrive, c'est-à-dire le DFG inférieur à 20 ml/min par 73 m², et initier cette technique ou cette modalité d'épuration extrarénale dès que le DFG est inférieur à 10 ml/min, et dans certains cas, c'est 15 minutes. Mais quand même, il faut garder à l'esprit que un critère unique de décision de débuter la dialyse n'est pas toujours évident. Alors, quelles sont les indications pour débuter un traitement d'épuration extrarénale? On les distingue en indication absolue, c'est-à-dire où ça expose à un risque vital à court terme, à savoir la péricardite urémique, la surcharge hydrosodée ou bien l'œdème aigu pulmonaire qui est réfractaire au diurétique, parce qu'à l'arrivée du patient, on commence d'abord par un diurétique, le plus souvent un diurétique de lance à forte dose, et s'il n'y a pas de réponse, on passe à l'épuration extrarénale. Et s'il y a l'hypercalémie électrique menaçante, c'est-à-dire avec un retentissement électrique sur le CG, et l'acidose métabolique sévère. À côté de ça, l'hypertension artérielle résistante au traitement, les autres, l'encéphalopathie ou la neuropathie urémique, restera vu qu'on a, au fur et à mesure des années, arrivé à prendre les patients avant que ce soit trop tard.
à côté de ça, il y a des indications qui sont relatives et qui ne sont pas indispensables à court terme, c'est-à-dire c'est du cas par cas et le début de la dialyse sera en fonction du contexte. Par exemple, si on a une hypocalcémie ou bien une hyperphosphatémie qui persiste malgré la correction par traitement médical, une hypercalémie qui n'est pas menaçante sans signal électrique et qui persiste malgré le respect du régime, c'est-à-dire les apports en potassium et la prise de traitement, c'est-à-dire les résines échangeuses d'ions, comme on l'a vu tout à l'heure. Parfois aussi, c'est ce qu'on appelle des syndromes urémiques mineurs avec prurite, anorexie et une dénutrition. Dans ces cas-là, l'idéal, c'est de commencer l'épuration extra-rénale sans que ce soit une urgence en soi. Alors, les trois modalités qu'on va voir, selon un ordre de fréquence, c'est l'hémodialyse, la dialyse péritonéale, la transplantation rénale. Sachant que il y a plusieurs facteurs qui rentrent dans le choix, à savoir le choix propre du patient, l'indication de la technique, sa possibilité ou ses contre-indications, etc. Pour l'hémodialyse, c'est une technique d'épuration extra-rénale qui consiste à échanger le sang du patient par le biais d'un abord vasculaire via un rein artificiel qui fait partie d'un générateur de dialyse qui va passer via ce filtre ou ce rein artificiel, traverser tout un système de pompe et puis retourner au patient après avoir été épuré de déchets. Alors, quand on voit de près ce filtre, on voit bien qu'on a essayé d'imiter le rein. Donc, les principaux mécanismes d'épuration consistent à un mécanisme de diffusion qui permet d'épurer les toxines selon un gradient de concentration, c'est-à-dire du gradient le plus concentré du plasma vers le dialysat, qui est généralement pauvre en ces substances-là, par exemple le potassium, le phosphore et l'urée. Et un autre principe, c'est ce qu'on appelle l'ultrafiltration ou la convection, qui par le biais d'une pression exercée sur la circulation extrasanguine via le générateur de dialyse, il va avoir un déplacement d'eau sodium selon un gradient de pression du plasma vers le dialysat. L'objectif, c'est d'éliminer l'excès en eau et en sodium. Donc, en résumé, les deux principaux mécanismes au cours de la dialyse, c'est la diffusion qui permet d'éliminer les déchets azotés, surtout l'urée, le potassium et le phosphore, et les autres, ce qu'on appelle les toxines urémiques, et éliminer l'excès en eau et en sodium via l'ultrafiltration ou bien la convection. Donc, on a déjà parlé de ça. Alors, pour qu'on puisse utiliser cette technique, il nous faut un abord vasculaire, parce que c'est un débit sanguin important qui part du patient vers le générateur de dialyse. Donc, il nous faut un abord vasculaire qui doit être de préférence impermanent, parce que le temporaire, on l'utilise dans le cadre de l'urgence. Donc, le permanent, c'est une création de fistules artério-veineuses, c'est-à-dire on essaye d'artérioliser une veine en essayant de créer une osmose chirurgicale entre la veine et l'artère afin que cette première devienne accessible à la ponction avec un débit important permettant d'utiliser le sang du patient et qui va passer dans la circulation extracorporelle. Donc, vous voyez là sur cette image, sur le bras du patient, avec une fistule artério-veineuse où il est
ponctionné en 2 points. Là, 2 aiguilles à fistule avec une cravate ronde jaune, une voie bleue pour le retour veineux et une voie rouge pour faire sortir le sang. Donc le sang il sort par cette aiguille à fistule, il rouge, il passe dans la circulation extracorporelle, il arrive au niveau du rein artificiel, ce filtre, le dialyseur, il va subir via les deux mécanismes qu'on vient de citer, diffusion ultrafiltration pour sortir via la voie bleue et revenir dans l'organisme du patient. Donc, je vous ai dit qu'il y a un abord vasculaire temporaire qu'on utilise dans le cas d'urgence, qui consiste le plus souvent en un cathéter central, le plus souvent et de préférence un jugulaire interne tunneliser, parce que s'il est tunnelisé, il a plus de durée de vie par rapport à un cathéter veineux central jugulaire interne simple, où il est le plus souvent utilisé dans un contexte d'urgence et qui a une durée de vie limitée ne dépassant pas généralement 3 mois, parce qu'il existe un risque infectieux et de sténose de cette voie veineuse. La deuxième technique, c'est la dialyse péritonéale. Pour rappel, le péritoine qui a un double feuillet qui recouvre les organes abdominaux, qui a un feuillet viscéral et un feuillet pariétal. Entre ces deux feuillets existe une cavité virtuelle. Donc, vu que le péritoine est vascularisé, tapissé d'une vascularisation, donc on a pensé à utiliser cette membrane comme un filtre naturel. Donc c'est une méthode d'épuration endocorporelle parce qu'on utilise la paroi du péritoine comme surface d'échange. C'est-à-dire qu'on va mettre ou infuser une poche de dialysa, généralement 2 litres de composition commune, on va voir après. On la laisse stagner dans la cavité. Cette infusion, bien sûr, se fait par le biais d'un cathéter de dialyse péritonéale qu'on met en place par voie soit chirurgicale, soit néphrologique, qui va permettre l'infusion du liquide à l'intérieur de la cavité péritonéale, qui va stagner à l'intérieur et donc exercer, selon les deux mécanismes qu'on va voir après, une épuration du sang qui passe via la circulation péritonéale. Après un moment de stase, on va drainer ce liquide de dialysa qui contient les déchets qu'on a éliminés. On voit ici sur la photo un patient qui a son cathéter TP avec un prolongateur, et sur l'aspect en bas on voit vraiment que le cathéter est en place parce qu'il est muni d'une substance radio-opaque qui peut nous montrer où est-ce qu'il est situé. Généralement, il est en projection de la vessie, c'est-à-dire il est bien enfoncé dans le cul-de-sac de Douglas. Donc, cette technique d'épuration, elle se base sur 2 mécanismes. Le premier, c'est le mécanisme de diffusion, comme on l'a vu en dialyse, c'est-à-dire le passage de substance X selon le gradient de concentration, du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré, via une membrane naturelle qui est la membrane péritonéale cette fois-ci. Donc le dialysa, il a une composition connue, comme vous voyez ici sur la photo, avec un agent qu'on appelle osmotique, qui est le plus souvent le glucose, c'est-à-dire c'est l'agent qui permet l'appel de l'eau du péritoine vers le dialysa, c'est-à-dire plutôt des capillaires péritonéales, c'est-à-dire de la circulation vers le dialysa. Ce mécanisme s'appelle l'ultrafiltration ou bien l'osmose. Donc, on a 2 mécanismes. Le premier, la diffusion
qui permet le passage des toxines, généralement l'urée, le potassium, le phosphore, sur un garde de concentration, ce qui est plus important du côté de la circulation par rapport aux dialysés qui généralement pauvres en ces substances-là. Et un deuxième mécanisme, c'est l'ultrafiltration, où grâce à un agent osmotique avec composition connue, on voit ici que les poches avec 2,3% de glucose, ils sont ce qu'on appelle intermédiaires. Ceux avec 1,5% de glucose sont isosmolaires, et les hyperosmolaires, donc, qui ont un pouvoir osmotique plus important, sont à 4,25% de glucose en concentration. Donc cette technique peut être sous plusieurs formes. La plus utilisée, c'est la dialyse péritoniale ambulatoire en continu, qui est une technique manuelle simple, où le patient est assis, là, on voit sur son fauteuil. À côté de la potence, il accroche sa poche de dialyse péritoniale, qui va, via une tubulure, un système de connexion, être connecté à son cathé de DP qui est dans son abdomen. Donc, il va infuser le liquide, bien sûr, après avoir vidé son abdomen, parce que si il fait ça, c'est sûr que son abdomen est vide. Donc, c'est-à-dire une séance, un cycle qui a été fait avant, il faut qu'on vérifie que l'abdomen soit vide et on ne perfuse pas le liquide sans vérifier ça. Il infuse pendant un moment, puis il ferme, il laisse stagner à l'intérieur ce qu'on appelle une phase de stase, quelques heures de drainage, et puis on draine. Généralement, ça prend environ 10 minutes pour le drainage. Donc, on infuse, on laisse pour une stase, puis on draine, et puis on réinfuse, et vice-versa. Cette technique manuelle est répétée 3 fois par jour, avec un cycle de 3 échanges, avec une stase d'environ 4, 5 jusqu'à 6 heures par cycle, puis un échange nocturne où on laisse une stase prolonger la nuit pour certaines modalités de dialyse péritoniale continue, sachant qu'ils font ça à l'ordre de 4 fois par 24 heures et jusqu'à 5, 7 jours sur 7. L'autre technique, c'est la dialyse péritoniale automatisée. Certains patients, par exemple un jeune enfant en âge scolaire ou un patient qui, sa profession ne lui permet pas d'avoir un milieu pour effectuer la technique précédente, ou certaines indications, on ne va pas rentrer dans les détails, sachez qu'il y a un dialyseur, ce qu'on appelle un cycleur, qui lui-même fait les échanges, qu'on appelle la dialyse péritoniale automatisée, où le patient est allongé, là on voit la dame qui est couchée sur son lit, elle a le cycleur à côté d'elle, les poches sont installées, branchées, et elle dort, et le cycleur fait lui-même les échanges la nuit, avec un ventre vide, puisqu'elle se lève le matin, elle se déconnecte, et elle va au travail. Donc vraiment, c'est adapté en fonction du profil de chaque patient. Alors, si on essaie de comparer la dialyse péritoniale par rapport à l'hémodialyse, c'est deux techniques en fait qui sont équivalentes et qui devraient prendre en considération le choix du patient. Dans certaines circonstances, on est confronté à des difficultés, ce qui fait que certains sont en faveur de l'ADP et d'autres sont en défaveur et vice-versa pour l'hémodialyse. Par exemple, pour la dialyse péritoniale, c'est contre-indiqué de façon relative en attendant qu'ils perdent du poids chez les patients obèses, les patients qui ont subi une chirurgie abdominale ou une insuffisance respiratoire sévère sont généralement chez ces patients, l'ADP est contre-indiqué. La dialyse, si le patient est cardiaque avec une instabilité hémodynamique avec une insuffisance cardiaque sévère, cette technique-là n'est pas adaptée à ce patient, donc elle est contre-indiquée. Donc il faut passer à l'ADP. La même chose pour l'ADP. Et vice-versa.
Donc, on arrive enfin à la transplantation rénale, qui reste le traitement de choix de l'insuffisance rénale chronique terminale. Donc voilà, j'ai fini. On a parlé du traitement conservateur de l'insuffisance rénale chronique avant d'arriver au stade d'épuration extra-rénale avec les différents moyens. Ensuite, on a parlé des 3 modalités d'épuration extra-rénale avec ses principales indications, contre-indications et explication des différentes techniques. Je vous remercie de votre attention et comme je vous ai promis, je vous laisse en bas mon mail. Au cas où vous aurez besoin d'explications, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Voilà, bonne journée, au revoir.